Tu es donc une entrepreneure française dans l'IA, spécialisée donc dans ce secteur de tech. Tu as créé une première start-up, tu fais partie de celles aussi qui ont levé des fonds. Aujourd'hui, explique-nous un petit peu ce que tu fais, comment tu travailles, comment tu organises tes journées, parce qu'il faut aussi du temps pour mener de front tout ce que tu fais. Donc voilà, c'est quoi la vie de Céline? Alors, je suis la fondatrice et CEO de My Data Machine. C'est une boîte qui fournit de la donnée pour entraîner de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, on peut prendre l'idée d'une intelligence artificielle qui est par exemple un réseau de neurones qui vient reconnaître si sur une image il y a un chat, un chien. Pour entraîner cette intelligence artificielle, on a besoin de ces images de chats et de chiens. Nous, ce qu'on fait chez My Data Machine, c'est qu'on construit ces datasets de chats et de chiens, bon, bien sûr plus large que juste des chats et des chiens, mais c'est pour vous donner un exemple, et on vient les fournir à des entreprises qui, elles, entraînent leurs intelligences artificielles sur nos datasets. D'accord. Donc, on vient créer des datasets, on vient élargir des datasets, et en fait, tous ces process de données, on a vraiment besoin de pouvoir les passer à l'échelle, parce que ça représente des millions, parfois, des dizaines de millions de points de données par mois. Et on a aussi besoin d'expertise, à la fois technique et aussi métier. Donc nous, en fait, on a vraiment développé tous ces éléments dans notre entreprise. Aujourd'hui, on a plus d'une 50aine de personnes. Et on délivre de la donnée en continu à différents clients dans différents secteurs. Donc par exemple la mode, le retail, la sécurité, le e-commerce. Okay. Peut-être je réponds d'abord à comment est-ce que m'est venue cette idée. Donc auparavant j'avais une autre start-up, tu l'as dit, et on avait réussi vraiment à se faire un nom dans les premières start-up qui développent de l'intelligence artificielle générative. Et j'ai vu le besoin, pour toutes les entreprises qui veulent développer de l'IA, d'avoir ces datasets. Et donc, j'ai créé cette entreprise à la base pour ma première entreprise, et finalement pour toutes les autres entreprises qui pouvaient développer de l'intelligence artificielle. Et comment on développe justement cette clé d'iconitude d'être un peu visionnaire? Parce que tu étais très en avance. C'est pas quelque chose même. C'est pas quelque chose qui vient qui date d'aujourd'hui. Comment t'as réussi à avoir ce côté visionnaire? C'est assez remarquable quand même, parce que t'as devancé le marché. J'étais même un peu trop en avance. Et en fait, c'est assez fou parce que je pense que c'est venu d'une part, de mon côté assez innovant. J'aime bien l'innovation. Et d'autre part, de cette chance de pouvoir confronter des mondes différents. Donc, qui était la mode, puisque j'étais mannequin, et l'intelligence artificielle, puisque, comme je disais, je m'y étais intéressée de par mes études et de par ma curiosité. Et en fait, en combinant ces deux visions, je me suis rendu compte à quel point le monde de la mode allait être totalement transformé dans les prochaines années. Mais je pensais que ça allait prendre 6 mois. Et en fait, non, pas du tout, c'est un petit peu plus long. Parce qu'on se connaît bien toutes les deux quand même. Et l'anecdote, c'était que quand tu étais mannequin, plus jeune, tu allais pas seulement être mannequin comme ça, comme on te demandait de l'être. Tu traînais un peu dans les maisons de couture, tu voulais voir comment ça se passait. Et l'idée de ton entreprise a quand même germé de ta curiosité. C'est quand même une vraie clé d'iconitude, ça, la curiosité, ta capacité à aller toujours chercher ce qui se passe au-delà de l'apparence. Et c'est ce que tu as fait. Tu m'avais parlé notamment d'une maison très connue, de luxe, où tu as un petit peu exploré, questionné, et de là te sont venues tes idées. Ouais. C'est vrai que quand je travaillais dans des maisons de luxe, j'aimais bien leur demander est-ce que vous pourriez me faire visiter les ateliers, comment est-ce que vous faites ça, et en fait j'étais assez observatrice et curieuse. Donc je pense que oui, une des clés c'est la curiosité et aussi mélanger différents univers, ne pas se fermer de porte ou ne pas rester juste sur un segment, se dire on va peut-être voir ce qui se fait ailleurs et réfléchir à comment combiner les deux. Je pense vraiment que l'innovation, ça passe par prendre des nouveaux concepts, enfin créer des nouveaux concepts par justement regarder des concepts déjà existants dans différents secteurs et ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer un nouveau concept à partir de concepts déjà existants. Par exemple, si on prend l'iPhone, on a mélangé le concept du téléphone et de l'iPod, donc la musique, et on a créé un iPhone. Alors,
de mon côté, de façon plus humble que ce que tu réalises en intelligence artificielle, on a donc au fur et à mesure des années développé le concept d'iconitude. Donc que moi j'ai appelé iconatitude. C'est un concentré des deux mots, hein, l'iconitude. Et quand on s'est rencontrés, il y avait le fait de dire tu es une icône et tu ne l'assumais pas en tant que telle à l'époque, et une attitude où tu disais bah oui mais je vois pas en quoi je suis iconique. Donc il y avait le fait de pas forcément associer ton image à une icône et en plus de dire mais moi dans l'attitude j'ai strictement rien d'iconique. Quand on voit ton parcours, quand on voit ta capacité à associer le fait d'être autant une mannequin, une entrepreneur, une mathématicienne et une sportive, à faire des triathlons, si toi tu te reconnais pas comme étant icône et avec une attitude profondément iconique, c'est-à-dire que tu suis ton instinct, tu suis tes tripes, tu es curieuse, voilà, qui peut l'être quoi? Qui peut l'être, Céline? Ok, alors qu'est-ce qu'une icône pour toi? Ah bah voilà, c'est toute la question. L'icône, c'est quelqu'un qui a sa façon d'être au monde, qui l'assume, et puis qui est en capacité par rapport à des sujets d'embarquer ses communautés, d'embarquer des gens derrière son histoire. Quand on lève des fonds comme toi, quand on est mannequin, c'est-à-dire que réellement on est identifié comme étant porteur d'iconitude, voilà, par les marques, comment ne pas pouvoir se sentir à l'aise avec le concept? Mhm. Ça fait partie d'une de mes vraies questions encore aujourd'hui, Céline. Ouais. Alors comment il c'est vrai répond que la moi, Céline qui a grandi? j'aime bien inspirer les gens. Ça, je peux le reconnaître. Parce que je suis moi-même inspirée par d'autres personnes. Et je me rends compte à quel point ce concept est important pour pouvoir se projeter, avancer, se dire je vais me lancer sur ce projet-là parce que j'ai vu qu'une personne a réussi à le faire avant moi. Et effectivement, maintenant, ce que je peux répondre à ça, c'est me dire que des icônes, en fait, on en a toutes besoin, et tous aussi, hein, pour pouvoir se projeter, avancer et se dépasser. Donc, je veux bien endosser le rôle d'icône en me disant que j'ai moi aussi eu besoin d'icônes, et justement dans les moments finalement les plus difficiles, et que c'est comme ça que j'ai réussi à me relever. Donc si ça peut être le cas pour d'autres personnes, en me regardant avec plaisir, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que l'icône, ça a un côté vraiment sacré. Justement. Mais est-ce que le sacré du féminin, qui est donc en chacun de nous, ce qui fait notre icône attitude, c'est-à-dire ce bouillon-là qu'on a à l'intérieur de nous, qui est ni plus ni moins notre âme, nos tripes, enfin les gens l'appellent comme ils veulent, finalement c'est le feu sacré qu'on a là, qui goûte nos choix et qui s'appelle aussi l'instinct. Et quand on voit ton parcours avec ce que tu nous expliques, qui a été boosté et qui a été biberonné, on va dire, à une capacité d'observer autour de soi, d'être vraiment en recherche de rôle modèle pour t'emmener dans des chemins que tu n'aurais pas empruntés, ta clé d'iconitude, d'être en recherche de sources d'inspiration, d'être curieuse, et puis aussi d'être dans une forme de résilience qui fait que quand c'est difficile, tu vas chercher à te réinventer plutôt que à aller comprendre et soigner ce qui s'est passé et arranger l'histoire à ta façon. Toi, boum, tu as une capacité à repartir en avant. Clairement, je crois que oui, ça peut inspirer plein de personnes. Et fondamentalement, est-ce que ce moteur intérieur qu'on a tous ne fait pas de nous toutes des icônes? Hashtag on est toutes des icônes, et tu sais à quel point je l'ai à cœur, ce branding. Et clairement, oui, tu inspires, et je pense que c'est vraiment extrêmement important pour les nouvelles générations d'entendre des personnalités comme la tienne. Après, on a donc un parcours en commun à un moment donné où on s'est rencontrés. Qu'est-ce que l'expérience de notre rencontre t'a apporté justement? Alors, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'avais eu besoin de rôle modèle ou d'icône à certains moments pour pouvoir me relever, ou bien pour pouvoir avancer, en fait, j'en avais pas vraiment conscience. Et le fait que toi, tu développes Icône Média et justement l'Icône Attitude, ce genre de choses, en fait, je me suis rendu compte de à quel point c'était important. Et au début, je ne comprenais pas nécessairement le besoin derrière ça, l'idée, le pourquoi. Et quand on s'est rencontrés la première fois, effectivement, je pense que
je trouvais ça super, mais je comprenais pas forcément pourquoi est-ce que t'avais ça à cœur. Et en fait, là, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, et depuis, c'est vrai que j'ai grandi à ce niveau-là, et je me suis rendu compte que pour pouvoir atteindre mes propres objectifs, j'avais eu besoin d'icônes, justement. Et j'avais eu besoin de ça pour pouvoir les atteindre, à la fois quand je suis devenue mannequin, quand je suis devenue entrepreneur aussi, quand je suis devenue sportive, on va dire. Et à chacun de ces instants-là, si j'avais pas eu ces rencontres ou ces personnes à qui m'identifier, ou même pour me relever d'échecs, bah, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Donc effectivement, je comprends pourquoi maintenant. Et je trouve que c'est une super initiative. Donc ça m'a apporté le fait de pouvoir comprendre pourquoi faire ça, et aussi de vouloir le faire moi-même pour d'autres à mon tour. Donc je comprends bien, et depuis c'est vrai que j'ai pas mal évolué là-dessus, et j'ai pu analyser ce phénomène en fait, qui est indispensable pour que toutes et tous on puisse grandir. Et je pense que notamment sur les femmes il y a un vrai travail à faire, parce que souvent on s'autorise pas forcément, donc encore plus sur le côté féminin effectivement. Et pourquoi les femmes s'autorisent pas alors, tu penses? Encore moins que les hommes. Bah, il y a plein de raisons, mais c'est vrai que culturellement, j'ai pu observer que parfois il y avait quand même des femmes qui se mettent un peu en retrait par rapport à des hommes, pour leur permettre eux d'atteindre leurs objectifs, etc. Donc s'autoriser à se dire finalement, moi je peux être le centre de ma propre vie et suivre ce que j'ai envie de faire, c'est pas évident pour toutes. Et c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, hommes et femmes, de pas vivre sa vie pour quelqu'un d'autre, mais se dire ok, j'assume de vivre et de me construire pour moi, et ça inspirera, enfin ce sera de fait aussi pour les autres, puisqu'en fait en grandissant moi-même, je vais réussir à inspirer d'autres personnes qui elles vont se dire ok, en fait ça fait écho, donc ok, je le fais moi aussi. Dans tes clés d'iconitude, donc là on a parlé plutôt du parcours, on a parlé de ce qui a été moteur, de ce qui t'a aidé dans les moments difficiles, pas difficiles, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que tu aurais une petite clé d'iconitude, en fait, plutôt dans le côté du quotidien, de toi, voilà, parfois c'est des petites choses, hein, mais un petit conseil ou j'en sais rien, ça peut même être un produit qu'on utilise, enfin, voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose où tu te dis, tiens, un petit truc en plus Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose qui me vient à l'idée, c'est de s'autoriser à rêver grand. Donc quand ça va pas bien, ou bien quand on se réveille, on ne sait pas forcément quoi faire, se dire ok, là je vais imaginer que je suis dans le monde parfait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qui je suis, et essayer de transformer notre vision de l'existant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider. Et ensuite, le mot équilibre, se dire j'ai pas forcément qu'un seul pilier dans ma vie, même tous les jours j'en ai plusieurs. J'ai peut-être ma famille, ma boîte, le sport, les gens qui m'entourent, etc. Se dire qu'est-ce qui fait partie de mon équilibre et comment je le nourris chaque jour. Et aussi dans les moments où on n'est pas bien, s'autoriser à ne rien faire, ou faire peut-être quelque chose qu'on se dit pas, comme étant pas productif, et ne pas s'en vouloir. Voilà, c'est quelques petites clés. J'espère que ça pourra aider tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Mais merci Céline de nous avoir confié quelque part cette part d'antériorité et de comprendre ce qui est ton moteur, quelles sont tes clés à toi pour te dépasser, pour avancer et pour être surtout passé de j'aurais envie de ça à l'action, parce que c'est finalement ça qui est le plus difficile. C'est souvent de rêver, de pouvoir se projeter. Il y a plein de gens qui sont en capacité de le faire. Mais ce fameux blocage vers l'action, surtout quand on est timide, comme toi tu l'étais, tu nous as expliqué petite fille, waouh, quel parcours, quelle expérience, et merci du fond du cœur de nous l'avoir partagé. Avec plaisir Stéphanie, j'étais ravie de pouvoir échanger sur ces sujets qui me semblent vraiment super importants. J'espère que ça pourra inspirer toutes les filles et femmes qui nous écoutent à elles aussi se lancer dans leurs propres projets et se grandir sur elles-mêmes, et en écoutant leur passion et leur curiosité.